Bienvenue à tous dans le Contrecast, votre nouveau rendez-vous mensuel dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir des passionnés, des personnes que j'avais envie d'asseoir autour de moi derrière un micro, tout simplement parce que j'ai toujours apprécié la façon dont ils savent me raconter avec amour pourquoi ils apprécient un jeu vidéo, un bouquin, un film ou tout autre plaisir distractif. Ces chroniqueurs seront partagés et vous donner aussi envie d'aller vous aventurer et vous faire oublier une journée de boulot parfois durement terminée. Bienvenue dans ce premier épisode du Contrecast. Bonjour à tous. Salut. Comment ça va les amis? Salut, ça va. On va faire un petit tour de table peut-être. On va commencer par toi, Zef. Comme ça, ouais, ok, à la volée. Écoute, je suis le dernier à avoir parlé, c'est pour ça. Parce que j'ai fait par ordre alphabétique inversé, peut-être. Enfin, disons que ça me va. Je me trouvais ça comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi tu vas parler ce soir? Ce soir, j'ai envie de parler jeux vidéo. Donc, et j'ai passé énormément de temps sur ce jeu dont je vais parler bientôt, dont je vais donner le nom dans quelques secondes, cet été. Attention. Et avant cet été. Et Teasing. je vais parler d'Hollow Knight sur Switch. Il est trop bien. Alors, j'ai pas beaucoup joué, mais on en parle juste après, peut-être si tu veux bien. Ok, chaud. On va d'abord être un petit peu galant. Non, pas du tout, parce que voilà, en fait, on aurait dû être galant. On s'en balèque, en fait, non? Exactement. Mais, Anya, comment ça va, toi? Tu parles de quoi ce soir? Écoute, moi ça va. Moi, je vais vous parler de mon repas de ce soir. C'est super cool. Non, plus sérieusement, je vais vous parler d'un truc qui me prend vachement mes week-ends en ce moment. Donc, voilà, à voir. Vous découvrirez. Ok, bah apparemment c'est une surprise. Et toi, Ketrus, qui vient intervenir? Ouais, c'était pas du tout dans l'ordre inverse. C'est dans un ordre aléatoire. Arbitraire. D'accord. Moi, j'ai juste parié du meilleur jeu vidéo de la Terre et la plus grande compétition e-sport de la Terre aussi. Parce que tu en parles, non? C'est pas possible. C'est quoi Hearthstone, Dota 2. Chrono Trigger. Ah, d'accord, ok. Donc l'équipe n'est malheureusement pas au complet ce soir parce qu'il nous manque quelqu'un. Il nous manque Aïli, mais qui sans doute nous rejoindra au prochain épisode. Elle a un petit empêchement de dernière minute. Mais on lui fait des bisous de rétablissement, on va dire, même si vous n'aimez pas faire des bisous tous autour. Non, voilà. non. Et bah c'est pas grave, puisqu'on enchaîne tout de suite avec ses chroniques. Alors Zéphiriel, tu vas nous parler d'un jeu qui est sorti récemment et j'ai un petit peu joué. J'aime bien et je peux. Est-ce que tu as assez joué? Alors peut-être pas selon toi, voilà, parce que je suis encore sous la barre des 10 heures, mais j'apprécie déjà énormément il y a un potentiel assez dingue sur ce jeu. Mais je veux bien que tu nous le vendes du coup parce que tu nous parles de Hollow Knight. Effectivement. Alors Hollow Knight, c'est quoi? C'est un jeu vidéo qui est sorti il y a un petit moment maintenant, parce c'est un jeu PC, mais je l'ai découvert sur le tard avec sa sortie Switch. C'est la Team Cherry qui nous offre ça. C'est trois mecs en Australie qui se sont dit « si on faisait un jeu vidéo, ça a l'air cool de faire un Metroidvania-like. Ok, on lance un Kickstarter. Ok, tiens, on récolte 37K pour sortir le jeu. Ok, go. Il sort en 2017, 3 ans après le Kickstarter, je crois, en 2015, si j'ai pas de bêtises, un truc comme ça. Et comme je l'ai dit, Hollow Knight, en fait, c'est... alors, je vais vendre l'idée du jeu, puis après je rentrerai dans le détail au fur et à mesure pour vous dire pourquoi c'est le meilleur jeu 2015, 16, 17 presque environ, voire 18 même. Alors il est sorti en 2017, mais vas-y. Ouais, non mais vous verrez, c'est tout bien. Donc voilà, c'est un Metroidvania qui casse un peu le genre sur 2-3 aspects. Donc Metroidvania, on va remettre dans le contexte, c'est quoi? C'est un genre de jeu vidéo qui existe depuis Metroid, depuis la NES, et qui fait le mélange avec Castlevania. Ah, parce que Metroidvania vient de Metroid, c'est ça? Ah bah ouais. Et de Castlevania. C'est incroyable. Tu l'as ou pas? Incroyable. Ils ont fait une fusion. On n'a pas répété. Ouais, ok, c'est bien. Vous aviez pas répété ça en plus? Si. Non, Putain, merde. Je te jure. Donc voilà, donc c'est un jeu c'est un platformer en 2D qui va vous permettre d'explorer un niveau qui est complètement connecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage de niveau, de level en termes de level design. Vous pouvez vous balader dans toute la map, mais vous allez être bloqué à certains moments de la map parce que vous n'avez pas la capacité qui permet de passer. Genre le double saut, genre le wall jump, le truc comme ça. Oui. D'ailleurs, on peut peut-être même faire une parenthèse, c'est pas une question, mais c'est un fait. Pourquoi Metroidvania? Ce qui s'est passé dans Metroid à la base, le premier, c'est que traditionnellement, on va de gauche à droite de l'écran. Effectivement. Et dans ce Metroid, on commence par aller à gauche pour débloquer le pouvoir qui permettra d'aller à droite. Et rien que ce concept est génial, et du coup, c'est ce que tu expliques. En fait, ils ont cassé l'enchaînement de base, en fait, la motivation de base du joueur d'effectivement d'aller à droite. Et il y avait une très bonne vidéo d'un mec qui avait fait Go Right, où il faisait un montage de toutes les vidéos où on allait à droite en commençant le jeu vidéo avec une putain de musique. Et si vous regardez sur YouTube, vous la trouverez, elle est vraiment superbe.
Et tu voulais intervenir, Ketrus? Oui, c'est pas de la map générée aléatoirement, c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est-à-dire la map, elle est connue, elle est conceptualisée dès le début, et en fait, vous allez la découvrir au fur et à mesure. Là où ça casse un tout petit peu le genre du Metroidvania, entre autres, mais c'est là où c'est un petit peu le sel du truc qui m'a fait le plus kiffer le jeu. Enfin, pas le plus, mais en partie, dès le début, c'est que en fait, dans les Metroidvania, en fait, on découvre la carte au fur et à mesure où on avance. C'est-à-dire, dès que j'avance dans un couloir, elle est affichée, je regarde ma map, et le couloir est déjà affiché. Et pas dans Hollow Knight en fait. Dans Hollow Knight, il faut découvrir un des personnages, un des PNJ, donc personnage non joueur, qui écrit les maps du jeu, et il faut lui acheter la map pour pouvoir la débloquer. Est-ce que tu peux nous faire la petite musique? Ah non, putain, je l'ai même plus en tête, mais elle est trop... genre... La musique, on la mettra. La musique. Et enfin, tu vois, rien que ça fait partie des détails. Non mais enfin, j'allais y venir parce que ça fait partie des détails de Hollow Knight qui fait que c'est un putain de jeu, c'est que le son est extrêmement important, mais j'y reviens plus tard. Donc dans Hollow Knight, de quoi qu'on parle? Le Hollow Knight, c'est quoi? Oui. C'est en fait, on va arriver dans une ville qui s'appelle Hollow Nest, et on incarne un petit personnage dont on connaît ni le nom, ni les motivations, ni le pourquoi du comment il est là, et pourquoi d'ailleurs il vient dans cette ville, qui ressemble à un perce-oreille bizarre, on va dire. Il a un petit crâne avec une longue cape blanche, noire, pardon. On peut dire que c'est une sorte d'insecte. Oui, c'est un insecte. Un perce-oreille, c'est un insecte en soi. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc il arrive dans une ville qui va être complètement souterraine. C'est-à-dire, en fait, il arrive sur il y a une toute petite vidéo d'animation dessinée vraiment à la main qui est superbe. Ouais. On arrive dans cette ville et en fait, voilà, on voit 3 bâtiments et on voit un puits. Une fois qu'on plonge dedans, on arrive dans la map du jeu. Et en fait, on comprend vite que Hollow Nest, donc, est une ville souterraine qui a été infectée par quelque chose. On n'en sait pas plus au début. Et donc, il est là avec sa petite épée qui a un clou, je crois. On est en termes de design, on est entre le Miyazaki et le Tim Burton. Parce que voilà, en prenant les deux grands maîtres et faisant une fusion, c'est tout ce qu'il faut. Tous les décors sont absolument époustouflants, mais vraiment toute ambiance ressort complètement. Moi j'ai fait imprimer des screenshots du jeu, tellement j'ai kiffé certains passages. Passage chez les Mantis, ça a tombé par terre, les jardins de la reine, tout est vraiment superbe en termes de couleurs, en termes de design. C'est absolument fantastique. Je tiens à préciser que pendant que tu parles, il y a Ketrus qui regarde une vidéo du jeu. Mais bien sûr, exactement. Il a raison. Merci Ketrus. Il a une carte, la carte donc on en parlait, elle est absolument gigantesque, mais c'est au point de se dire je crois que j'étais à peut-être 15 ou 17 heures de jeu, je découvrais encore des zones en disant mais putain c'est pas fini, il y a encore des trucs à découvrir, c'est sans fin vraiment. L'exploration est complètement intelligente, autant parce que voilà les capacités arrivent à bloquer les choses, mais parce que aussi il faut savoir regarder plein de choses, il y a plein de secrets dans tous les sens, autant dans le level design, c'est-à-dire vous découvrir des salles cachées ou découvrir des couloirs qui vont faire des raccourcis, ce genre de choses, autant dans la narration. C'est-à-dire que toute la narration en fait passe par les lignes de dialogue uniquement. Il n'y a pas ou très peu de vidéos, elles sont juste là pour faire joli, mais il n'y a pas de narration à l'intérieur ou très peu, et tout passe par les lignes de dialogue entre les PNJ qu'on croise, qu'est-ce qu'ils nous disent à certains moments, ce qui est super intéressant, qu'est-ce qu'ils nous disent sous certains effets quand on a une autre capacité. Bref, tout passe par là. On comprend finalement l'histoire de Hollow Nest et l'histoire du Hollow Knight à travers eux uniquement. Que dire en termes de difficulté peut-être J'y arrive. Je finis juste sur la narration, c'est que même le level design et les décors font complètement partie de la narration. C'est-à-dire qu'on va arriver sur des endroits où on va avoir des cadavres ou des squelettes ou un détail, un pupitre, n'importe quoi, tout ça fait partie de la narration parce que ça va amener en fait toute une ambiance et toute une façon de voir le jeu et de comprendre ce qui nous a été dit avant ou pourquoi ça a été mis en place. Je vais parler de la musique, je suis obligé de parler de la musique évidemment. Parce que j'ai acheté le vinyle. La musique est absolument fabuleuse. J'ai oublié le nom du mec, j'ai honte, je l'ai pas noté, mais voilà, elle est à 100% dans l'ambiance et dans le décor du jeu. Tout est parfait, la musique des boss est absolument fantastique. Chaque niveau a son ambiance musicale qui s'intègre complètement dans le fond et même dans les couleurs du truc. Genre, on sent que la musique en ressort là-dessus, c'est absolument fantastique. Oui, t'as une question, je t'écoute. Tu parles pas de niveau, tu parles de niveau, pardon, mais c'est pas vraiment des niveaux, c'est des zones. Je parle du niveau en termes de zone, effectivement. Quand on passe des égouts au jardin de la reine ou dans les cavernes souterraines, des trucs comme ça, en fait, tout est absolument oppressant quand il faut, libéré, on a l'impression de respirer quand il faut. Et ce qui m'amène au point de sauvegarde du jeu qui sont absolument
fantastique puisque c'est ouf. Voilà, on parlait, enfin, du coup, je fais tout à l'envers, mais c'est pas grave. Mais c'est très bien. Vas-y. En fait, les points de sauvegarde, ce sont des bancs. Voilà, à certains moments des zones et du niveau, on va avoir des bancs, on peut s'asseoir dessus et c'est là où on va sauvegarder tout. On va sauvegarder son argent, on va sauvegarder tout ce qu'on a récupéré jusque-là et on va sauvegarder la carte qu'on vient de découvrir. Et ça, c'est assez fou d'ailleurs parce que tu disais tout à l'heure que tu vas acheter des morceaux de cartes, mais qu'en fait, qui vont être complétés par ce que tu auras vu, ce que tu auras visité. Et la seule façon de mettre à jour ta carte, c'est de s'asseoir sur un banc pour le décrire avec un. Effectivement, et on a le petit personnage, c'est trop mignon. En fait, à chaque fois qu'il s'assoit sur un banc, il prend sa carte et tu le vois dessiner dessus. T'entends le bruit du crayonné. Effectivement. C'est génial, je trouve ça c'est vraiment trop cool. Et donc voilà, le sound design, voilà, tu le dis finalement par crayonné et fait complètement partie du jeu. Tu vois, tu parlais du mec qui achète la carte, qui a son petit sifflement, sa petite chanson. En fait, tout est parfait parce que ça permet de repérer les choses. On n'a pas besoin de voir les gens, on sait qu'ils sont pas loin, on sait qu'ils sont dans ce niveau-là, dans cette zone. C'est pareil pour les ennemis, c'est pareil pour les PNJ qu'on cherche, c'est pareil pour les zones secrètes, c'est pareil pour certains monstres qui sont vraiment violents et sur lesquels quand il fait noir, absolument noir dans le niveau ou dans la zone, parce qu'il y a des zones comme ça évidemment, il faut faire super attention. Donc tout ça amène l'ambiance et amène cette façon de jouer qui est complètement différente. Le jeu est varié, il y a plus d'une centaine d'ennemis différents, je crois qu'il y en a plus de 130 parce qu'il y a évidemment une chasse à faire là-dessus. Il y a plus de 30 boss différents parce qu'il y a du DLC, mais j'y reviens après. J'arrive enfin au gameplay. Ah. Désolé. Comment on joue Donc, comme j'ai dit, c'est un platformer voilà, qui est absolument millimétré. C'est soigné, le moindre saut est millimétré dans le sens où tout est calculé pour que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas encore la capacité pour le faire. Puis il y a un dash, c'est horrible. Voilà, il y a un dash, il y a un double dash, il y a un vol. Il n'y a pas tout ça au début. Non, pas tout ça. C'est des compétences qu'on va acquérir au fur et à mesure. C'est comme le fait de frapper plusieurs fois rapidement sur autre chose. Ça va changer avec. Qu'est-ce que, au niveau de la mort, et tu parlais de la difficulté du jeu, j'y viens. Ouais. Alors, je vais pas faire la comparaison avec Dark Souls. Non, je voulais pas le dire. Non, tu l'as pas fait. C'est moi qui fais pas cette comparaison parce que c'est un peu trop facile, mais effectivement, il y a la mort dans le jeu. Bon, on revient infiniment, on a une vie infinie, mais quand on meurt, on perd son âme. On perd son âme et on perd tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, juste l'argent qui va avec. Et ce qui peut être gênant parce que l'argent est quand même assez important au début du jeu. Est-ce qu'on a une solution pour le récupérer peut-être ? Et effectivement, quand tu retournes sur l'endroit où tu es mort et que tu combats ton âme et tu la vains, dans ce cas-là, tu récupères tout. Après, vaincre son âme, c'est 2 coups. Ça va dépendre. Au début, c'est peut-être un coup, après c'est 2 coups. Au fur et à mesure que tu obtiens de la vie, elle va augmenter. Ça va aller à 3 à 4 coups peut-être. Mais est-ce que ça dépend pas de tes charmes ? Ça dépend aussi de ça. Putain, transition. Tu fais des transitions. Effectivement, quand tu es mort aussi, super important, tu peux pas avoir ton pouvoir au maximum parce que tu as une jauge de pouvoir qui va te permettre de lancer des boules de feu ou ce genre de choses. Elle sera jamais montée au maximum tant que tu n'as pas récupéré ton âme. Et effectivement, tu as une utilisation des charmes. Les charmes, c'est quoi en fait ? C'est des espèces de médaillons que tu vas mettre, que tu vas équiper ou pas. Et encore une fois, tu peux les équiper que lorsque tu es sur un banc. Génial. C'est super important. Et en fait, qui vont changer le build complet de ton personnage et de ton gameplay. C'est-à-dire que sur la fin du jeu, c'est encore plus important parce que les boss sont de plus en plus durs, évidemment. Et du coup, savoir si tu veux combattre un boss avec un charme qui va donner énormément de vie mais aucun soin, si tu veux le combattre avec un truc qui envoie des boules de feu super balèzes, mais du coup tu vas trouver un truc pour récupérer énormément de pouvoir, parce que la mana, grosso modo, ce qui n'est pas vraiment de la mana, mais appelons-le comme ça pour l'idée, tu la récupères uniquement quand tu donnes des coups d'épée aux ennemis. Donc de fait, parfois, certains boss sont difficiles à toucher régulièrement, donc tu vas pas récupérer du pouvoir facilement. Et tu as des charmes qui vont venir faciliter la récupération de mana. Donc tout ça, il suffit de regarder sur YouTube. Putain, sur YouTube, il y a des mecs qui font des listes de combos en disant ok, vous équipez celui-là, regardez ce que ça donne. Bah, vous pâtez le boss en 2 minutes. Ah, trop bien. Parce que du coup, tu te fais aider, t'as pas envie de le faire seul. Non, mais parfois, juste pour voir l'utilisation du combo, c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'aime bien le non. Non, moi, j'utilisais toujours le même combo. Hein. Moi, je suis un mec de corps à corps. J'utilisais l'épée, le médaillon des mantis qui te fait frapper 30% plus loin, puis un autre médaillon qui te fait frapper encore plus loin, plus un autre médaillon qui te fait frapper 2 fois plus vite. Et donc du coup j'avais une machine à frapper qui allait super, qui tabassait tous les monstres avec une rapidité folle.
J'ai déjà parlé de la narration, donc je vais pas y revenir, mais tous les détails, les noms des boss sont super importants par moment, c'est super intéressant. Vas-y, t'avais une question ? Oui, c'est pas une question, mais au niveau durée de vie, on n'a pas encore parlé. Sans parler des DLC, justement. Alors, je crois que j'ai dû finir l'histoire principale à vingtaine, trentaine d'heures. Entre les deux, genre 22 ou 23 heures, j'étais à la fin de l'histoire principale, mais je l'ai pas fini parce que je n'avais pas tout fini dans le jeu. Okay. Tout fini, c'est-à-dire explorer toutes les zones, récupérer toute la vie, récupérer tout ce qui faisait de la mana, récupérer tous les charmes, parce qu'il y en a une quarantaine environ. Ah, quand même. J'ai voulu commencer les DLC avant de faire la fin du jeu, ce qui n'était pas forcément intelligent, mais on s'en fout, parce que oui, il y a du DLC, il y a 3 putains de DLC, et ils sont putain de gratuits. Ça fait 2 putains dans la même phrase, 3 maintenant. Mais voilà, ils sont complètement gratuits, merci à la Team Cherry, parce que lorsqu'ils ont fait le KS, il a tellement explosé selon leurs attentes qu'ils se sont dit, ok les gars, on va faire du DLC. Et en plus, il sera gratuit. Et effectivement, il y a 3 DLC. Alors, effectivement, c'est pas des DLC qui vont rajouter énormément de trucs. Ça va rajouter des quêtes supplémentaires. Il y en a un qui est sur les rêves, The Dreamcatcher, si je dis pas de bêtises en anglais, qui va rajouter énormément de combats de boss. Et c'est trop cool. Et même des boss qu'on a déjà vaincus, qu'on va devoir vaincre en niveau Nightmare. Donc, ce qui rend le jeu encore plus difficile. Il y a un deuxième DLC qui s'appelle le truc Circus, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, et ça défonce de ouf, parce que la musique est trop bien, l'ambiance que ça donne dans le jeu, elle est vraiment cool. Que dire de plus, il y a un niveau spécial dans le jeu qui est tellement un rappel à Super Meat Boy, que j'en ai pété des câbles tellement fort. On se retrouve à l'opposé même du Metroidvania d'un coup, en fait. C'est-à-dire, on est sur du Metroidvania en disant ok, on va faire du platformer simple et on va tabasser des ennemis, le but est de faire de l'exploration. Et là on se retrouve d'un coup à faire du Super Meat Boy avec des scies dans tous les sens, avec des sauts extrêmement millimétrés sur lesquels tu peux pas tenir plus d'une seconde parce qu'il faut absolument repartir d'un côté et tout machin. Et c'était vraiment vraiment trop cool. Je sais pas si avec ça je vous ai pas vendu le jeu, je sais pas ce que je dois faire de plus, je dois me prostituer, je sais pas, un truc comme ça. Non, on peut y jouer sans que ce soit trop compliqué aussi. Alors en fait c'est ça qui est marrant, c'est que le jeu est pas extrêmement il est dur, soyons faut être honnête, il est pas facile à mettre entre toutes les mains, parce qu'il faut quand même être volontaire dans le jeu, il faut quand même chercher des choses, tu peux vite te retrouver perdu. C'est le problème des Metroidvania, c'est que t'es pas guidé en fait, on te lâche dans un monde et si tu sais pas où aller, à gauche ou à droite, et puis à un moment t'es bloqué, tu comprends pas ce qu'il faut faire, et puis t'as pas vu à un moment qu'il y avait un passage pour aller récupérer la capacité après le boss, machin et tout, enfin il y a plein de choses comme ça, t'es pas tenu par la main, mais malgré tout c'est pas difficile. Le jeu sait te faire apprendre à avancer, et au fur et à mesure, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, bah, tu as la mécanique. Après, si t'aimes pas un minimum la plateforme et le fait de lutter, il n'y a pas un endroit, un boss où tu meurs pas premier coup, quoi. Bien sûr, je parle toujours de la Mantis quand je fais référence à ce jeu, c'est un des premiers boss que moi j'ai affronté et sur lequel j'ai passé peut-être 1h30, parce que voilà, le boss est difficile, il est exigeant. Putain, 1h30. Ouais, j'avoue. J'ai passé une demi-heure, j'ai lutté, quoi, mais 1h30. En fait, je restais beaucoup dans le niveau pour écouter la musique, parce que la musique des Mantis, elle est absolument fantastique. Quand tu meurs, j'ai pas écouté. Il y a un clavecin qui commence et c'est vraiment, c'est fantastique. Et voilà. Donc du coup, il est exigeant, faut s'y attendre. Mais en soi, il y a rien qui fait que le jeu est impossible en fait, même pour les casuals. Ça me fait toujours un peu mal de dire ça. J'ai l'impression que c'est réservé à une élite. C'est loin d'être le cas en fait. Ça peut être n'importe quoi. Enfin, il est vraiment pas plus dur que ces Super Metroid sur Super NES à l'époque, quoi. C'est possible, mais à l'époque on était moins exigeant sur la difficulté, on jouait. Ouais, mais c'est pour dire que finalement il est pas si dur, et il est plus millimétré que pouvait l'être un Castlevania ou un truc comme ça à l'époque. Alors peut-être pour résumer, il est pas difficile mais il est exigeant. C'est exactement ce que j'ai dit, je crois. Peut-être, mais ça fait du bien de le redire. Ça. D'accord. Du coup, Anya, toi, est-ce que ça te donne envie d'y jouer un petit peu ou... Alors moi, je sais d'emblée que j'ai aucune patience. Merci beaucoup. mais voilà, effectivement, Miyazaki et Burton, ça donne envie d'y jeter un œil. Ouais, mais clairement, ça défonce. Mais c'est pour ça que je te demandais s'il était pas trop dur, parce que moi j'ai pas ta résilience sur ce genre de jeu, mais par contre l'univers et les graphismes, et je te fais confiance sur la musique, ça donne vraiment envie, quoi. Franchement, si tu bloques sur un boss, t'es même pas obligé de galérer dessus en fait. Tu peux aller voir ailleurs, tu peux aller dans un autre niveau, dans une autre zone, continuer à explorer et récupérer un charme et récupérer un peu plus de vie qui va t'aider, et ainsi de suite. D'accord, en fait, ok. Il doit y avoir effectivement des boss qui sont obligatoires à certains niveaux, mais ils sont pas super durs, quoi.
Eh ben merci Zéphiriel. D'ailleurs, tu peux peut-être nous donner le prix de ce jeu. Alors, on trouve à une quinzaine d'euros sur Steam. De mémoire, ça va être pareil sur Switch. Et puis voilà, il est sur toutes les plateformes PC. Moi, je l'ai loupé sur PC à l'époque. Et en fait, c'est Exerve qui en parlait sur je sais plus quel média. Et quand il en a parlé avec telle passion, j'ai fait OK, je suis obligé de regarder ce jeu. Et quand je l'ai regardé, je suis tombé dans sa passion direct, quoi. C'est vrai que ça force d'entendre parler de ce jeu que j'ai eu très envie, parce qu'il était sorti en 2017 comme je disais sur PC, il est arrivé juste après le 3 de cette année sur Switch, et il est sorti plus récemment sur PS4 et Xbox One, donc directement avec tous les DLC. Et c'était Hollow Knight. Merci beaucoup Zéphiriel. Je t'en prie. On va passer au sujet suivant avec Anya qui va nous parler de Gloomhaven. Donc Anya, quand tu m'as dit que tu voulais parler de Gloomhaven, je t'avoue que j'ai regardé sur Google parce que je ne connaissais pas. Donc j'ai rapidement regardé. On peut dire que c'est un jeu coopératif où chaque joueur poursuit des objectifs individuels en explorant des donjons. Le Wikipédia sur pattes. En explorant des Amazon donjons. ou Kickstarter, il doit lire là. Et en combattant des monstres. Mais peut-être que tu peux nous en dire plus. Et il fait Blockport aussi. Écoute, je sais pas. Alors, avant toute chose, est-ce que l'un d'entre vous, à cette table, connaît la grosse différence entre un jeu de plateau et un jeu de société? Oh là là, attends. C'est un débat. Est-ce qu'on a Ah une là heure et demie là devant là nous C'est là. un sacré débat. C'est un sacré débat. Je propose Non, mais- que les hommes se taisent et qu'on te laisse parler parce Oui, que je je pense crois, qu'ils C'est- ils ont envie de C'est une répondre. question piège. C'est cette chance. juste dû à la traduction anglaise en fait. Non, mais vulgarisons la chose. Je vous rassure, moi je suis pas puriste sur la définition, mais grosso modo, pour moi, un jeu de société, c'est les party games et autres jeux que tu peux trouver en grande surface. Le Monopoly. Un Monopoly, par exemple. Alors, Ah, c'est ça pas fait très la gueule. Je coupe de micro, vas-y. On en parlera tout à l'heure. Et un jeu de plateau, donc littéralement parlant, c'est un jeu qui se joue sur un plateau, quel qu'en soit le matériel, et qui est plutôt réservé à des joueurs habitués. J'ai pas envie de dire j'ai pas envie de dire amateurs parce que voilà, c'est accessible à tout le monde. Mais voilà, à des joueurs un peu plus expérimentés, disons. Donc Gloomhaven, qu'est-ce que c'est ? Gloomhaven, c'est un Kickstarter qui a été lancé par Isaac Childress en avril 2017, donc l'an dernier. Il était déjà auteur de Forge War en 2004, qui a été lancé sur la même plateforme. Tous les deux ont eu des succès assez phénoménaux. Alors, grosso modo, pour vous dire, l'objectif initial était fixé à $70,000, il me semble, pour Gloomhaven. Et il faut savoir que ces attentes ont été largement dépassées, puisque je crois qu'à la clôture du Kickstarter, donc 28 jours après le lancement, on atteignait les $386,000. Voilà, tout simplement, pour vous expliquer l'ampleur du phénomène. Grosso modo, il a aussi, alors je sais pas si on peut dire qu'il s'est vanté, mais il a dit à ses backers qu'il n'aurait pas usage des stretch goals, et c'est ce qu'il a fait. C'est que Monsieur Childress a lancé un Kickstarter sans faire appel aux outils habituels, donc pas d'objectif de palier, puisqu'il a jugé que avec la boîte de base qui est à $99, les joueurs pouvaient avoir une expérience plus ou moins complète sur la chose. C'est cher quand même, hein. Alors, ouais, Mais, alors voilà, j'ai dit $99, c'est le moyen de vous freiner, mais pas du tout. Je vais essayer de vous le vendre le maximum possible parce que c'est un jeu incroyable. Donc, Gloomhaven, c'est un legacy game. Qu'est-ce qu'un legacy game ? C'est, pour vulgariser la chose, un univers qui va changer et qui va se mouvoir, qui va continuer d'exister en fonction des choix et des actions des joueurs. C'est une hérésie, c'est un jeu où tu vas coller des stickers sur ton matériel, tu vas désirer mais des non, choses. mais pas de spoil. Ah d'accord. Pas de Excuse-moi. spoil. Donc le tout dans un univers plus ou moins médiéval fantastique, avec des castes et des races qui sont créées from scratch. Donc là, on ne parlera plus du tout de nains, d'elfes ou de sorciers tout droit de l'imaginaire d'un Tolkien, par exemple. On parlera plutôt d'orchides, d'inox ou de quatrils, avec au total une dizaine de races qui ont des consonances assez bizarres. Donc c'est un jeu à 1 ou 4 joueurs, où chacun endosse le rôle de mercenaire. Donc chacun s'approprie une race, une classe. On a les structures classiques avec des tanks, donc des gens qui vont prendre du dégât, des mages,
donc des sorciers qui vont lancer plus ou moins des sorts à distance, ou encore des supports qui vont plutôt aider le groupe à survivre aux attaques en balançant des heals, enfin des soins, pardon. Donc tout ça reste assez classique. Et du coup, chaque joueur aura un deck de capacité. Donc chacun aura un jeu avec plus ou moins de cartes qui leur permettra en fait de balancer des actions, enfin qui leur permettra de se mouvoir et d'attaquer avec forcément les spécificités de leur race. Au total, pour vous donner à peu près un ordre d'idée, on a 95 scénarios. Oh, putain. Et là, Zef fait les gros yeux parce que on en parlait plus tôt, mais effectivement, c'est un jeu qui a été attendu, qui a été attendu et dont tout le monde a fait moult compliments sur la chose. Donc, grosso modo, 95 scénarios au total, sans compter les mini-events de route, les événements, pardon, de route et de ville. Et ça, je vous l'explique. Parce que, grosso modo, pour vous déplacer sur Gloomhaven, vous allez devoir pour vous déplacer d'un point A à un point B, donc par exemple pour vous rendre sur un lieu de quête, vous allez devoir passer par un événement de route, forcément, puisque vous allez marcher avec vos héros jusqu'à la crypte ou le temple dans lequel vous devez vous rendre. Et il va se passer quelque chose. Donc forcément, ça peut être, par exemple, sur les événements de ville, vous avez par exemple des concours de tartes, c'est complètement loufoque. Et par exemple, vous pouvez très bien croiser une caravane d'itinérants qui est dans le besoin, qui a besoin de votre aide. Et vous aurez toujours un choix A et un choix B qui va plus ou moins faire la balance sur votre sur la façon dont vont être perçus vos héros. Ouais, leur karma ou leur... Exactement, c'est à peu près ça. Là, pour le coup, on parle plus de réputation. Oui, voilà, j'ai cherché le mot. Je cherchais le mot aussi, du coup, je l'ai retrouvé. Donc c'est plus de l'ordre de la réputation et ça va permettre à votre groupe de plus ou moins jauger la gloire, sa façon de jouer par la suite. Ouais, en fait. voilà. En fait, est-ce que ça joue sur les quêtes qu'on peut leur proposer par la suite? Est-ce que ça joue sur ce genre de choses ou pas? Parce que sur les armes qu'on va leur vendre, vous doutez bien qu'avec 95 scénarios, l'auteur a forcément créé des embranchements différents selon les choix et les actions que vous ferez lors de votre partie. Du coup, il y a un travail d'écriture de dingue. Donc, il y a un travail d'écriture de taré. Alors là, pour l'instant, j'en suis au 5e scénar peut-être. Et voilà, et c'est en comptant les soirées où on a perdu. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais à chaque fin de quête, vous avez selon ce que vous faites et selon la réponse que vous donnez à un PNJ, un personnage non joueur. Vous allez activer une voie sur le scénario et en fermer une autre. D'accord. Et est-ce que, alors question bête, est-ce qu'il y a un peu un MJ comme Assaut sur l'Empire où tu as un mec qui fait les méchants ou est-ce que c'est complètement géré par le jeu? Alors là, MJ, c'est peut-être. Pardon? MJ, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais. Maître du jeu. Est-ce Est-ce que quelqu'un fait l'opposition au joueur en faisant un joueur à lui-même? Alors ici, c'est bien pensé. Il n'y en a pas vraiment. Le seul truc qui relèverait de l'action d'un MJ, ce serait la lecture du scénario en début de quête. D'accord, ok. Donc quand le groupe choisit un scénario de campagne à jouer dans la soirée, il va forcément devoir lire ce qui est écrit sur le livret et voilà, et ça va permettre la mise en place du plateau. Donc le jeu se gère tout seul en termes d'action. Le jeu se gère tout seul. Oh, putain, c'est fou. Vous va le commander dès maintenant. Mais non, putain, je peux pas, même pas. Vas-y, continue. Bon. Elle va le dire. Alors, grosso modo, je vais quand même vous expliquer comment on y joue de façon bête et méchante. Donc, chaque partie, comme je vous l'ai dit, démarre par une phase de ville ou de route sur laquelle les joueurs vont devoir influer. Donc, choix A, choix B. Et selon ce que vous faites, vous perdez, ou vous gagnez de la réputation, ou il se passe autre chose. Enfin, voilà. Tout dépend de la situation, finalement. Une fois que vous êtes sur place,
Vous avez donc la lecture du scénario, la mise en place du plateau. Donc forcément, ça se présente sous forme de tuiles. Généralement, enfin pour l'instant, hein, je vous le dis avec mes données pour l'instant de ce que j'ai récolté et de ce que j'ai joué. Vous avez en moyenne 3 tuiles par scénar, parce que sinon c'est énorme. Enfin, je vous laisse imaginer la place qu'il faut pour mettre en place tout ce petit monde. Donc, une fois que vous avez placé les tuiles, chaque joueur va se munir de son deck. Donc c'est des decks qui sont déjà faits par le jeu. Vous avez juste à prendre les cartes. Et forcément, au fur et à mesure de l'aventure, vous allez prendre des levels. Vos héros vont devenir plus forts, puisqu'ils vont, à force de se battre, forcément, on gagne en capacité, on gagne en endurance. Enfin, voilà, toute cette partie finalement classique de RPG. Et une fois que... Et sur la partie, grosso modo... chacun tire une carte personnelle en début de partie, un objectif personnel qui doit rester secret et qui n'est valide que sur la partie en cours. Donc, sans spoiler, c'est parfois des objectifs de l'ordre de il faut gagner tant d'XP. C'est des choses qui ont pas d'impact sur la méta, à proprement dit. Elle n'a d'impact que pour le joueur en question. Et pour que lui, à la fin de sa partie, gagne des bonus sur l'expérience qu'il gagne. D'accord. Voilà, donc ça t'as pas de possibilité de traître ou enfin non, en tout cas pas pour le moment. Alors non, il y a pas pour l'instant, il n'y a pas de notion de traître ou quoi que ce soit. Généralement, le jeu s'arrange pour que ce soit pas si handicapant. D'accord. Après, forcément, en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, il y a certains joueurs qui vont vouloir viser les objectifs perso. Et forcément, ça va un peu foutre le bordel. D'accord. Donc, on a vraiment une structure classique, phase de joueur, phase de monstre et activation des effets. Et ça peut être bouleversé selon l'initiative. Et qu'est-ce que l'initiative ? C'est en fait les numéros qui seront indiqués sur vos cartes et qui vont voilà. Plus vous avez un niveau d'initiative important, plus vous avez de chances que les monstres ou les autres joueurs de votre groupe jouent avant vous. Mais ça, c'est que de la stratégie et c'est ce qui va importer, au fur et à mesure du jeu, les joueurs vont prendre compte. Mais c'est toi qui l'as choisi, c'est sur ta carte. C'est sur ta carte, donc toi tu le sais, t'as pas le droit de l'annoncer. Ouais. Et c'est au moment de la découverte des cartes que chacun sait. Vous avez le droit de vous donner des indices par contre, en tant que joueur. Et je suppose que la carte que tu as utilisée pour ce combat-là, elle est défaussée pour la partie ou le genre de truc, quoi. Alors j'y viens. Grosso modo, les joueurs posent 2 cartes par tour et ça jusqu'à épuisement de leur deck. À la fin du deck, à la fin du jeu de cartes qui est propre à votre héros, grosso modo, on vous dit là vous avez besoin de vous reposer. À ce moment-là, 2 choix possibles. Vous avez ce qu'on appelle un long rest ou un short rest, donc un repos long ou court. Et dans tous les cas, vous allez devoir vous séparer d'une carte. D'accord. Définitivement sur la partie en cours. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait le jeu va timer la durée de votre partie, c'est qu'à un moment donné, vous serez plus en capacité de bouger ou d'attaquer puisque vous aurez plus de cartes dans votre deck. Il y a combien de cartes en moyenne par deck ? Alors ça dépend, il y en a qui partent avec 7 cartes, il y en a qui partent avec 10. Alors autant vous dire que ça paraît court sur le papier. Mais en vrai, un scénar, c'est souvent entre 1h30 et 2h. Ouais, ça j'en doutais. Donc voilà, c'est relatif à... Oui, parce que t'as pas de la baston tout le temps, en fait, t'as plein de trucs à faire. Exactement, t'as énormément de choses à faire. La méca de combat est juste énorme à assimiler. Surtout sur les petits détails, strat, il y a énormément de choses à assimiler sur les premières parties. Et voilà, et finalement tu peux finir une partie sans avoir terminé le scénar et en étant juste épuisé. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Est-ce que tu as envie de refaire le scénar plus tard ? Alors, Est-ce que le jeu t'en donne la possibilité surtout ? Ouais, le jeu t'en donne la possibilité. Ça n'a pas d'impact. Enfin, pour l'instant, moi j'ai perdu des scénars sans qu'il y ait d'impact sur le scénar, sur la trame globale. Maintenant, peut-être que c'est prévu pour la suite en fonction de la difficulté, mais voilà, tu peux recommencer un scénar, sachant qu'en plus tu gardes quand même tes gains, c'est-à-dire que si tu as accumulé de l'XP, de l'expérience, sur la partie
que tu étais en train de jouer, ou de l'argent, je crois qu'il me semble, et là je dis je crois parce que ça je me rappelle plus des règles, mais je crois que tu les gardes. D'accord. Donc voilà, il y a une notion de quand même... Tout sert quoi qu'il arrive en fait. Exactement. C'est bien. Je reviens sur le nombre de joueurs. Tout à l'heure, tu disais que c'était de 1 à 4, c'est ça? Ouais, exactement. Mais alors, du coup, comment tu joues en solo? Et ben justement, tu as des quêtes solo qui... Enfin, tu as un livret de quêtes qui sont réservées pour le jeu en solo. Donc là, je crois qu'il y en a une vingtaine. Mais qui sont vraiment décolérées de la campagne principale que tu joues quand tu joues à plusieurs. Ouais, d'accord. Donc il y a forcément le jeu jouer seul implique des strates un peu moins importantes parce que voilà, il y a moins d'ennemis, enfin il y a de la strat, je vous dis pas que c'est sûr, quand tu subis plus en étant seul, c'est un peu différent. Exactement, c'est différent. Donc voilà, j'ai pas testé pour l'instant la partie en solo, mais voilà, le mode campagne à plusieurs est déjà assez conséquent à jouer et il y a énormément de choses à voir et à vivre sur ce genre de longueur, quoi. Mais alors, du coup, tu parlais d'un prix à $100, $99, pour quasiment autant d'histoire. Mais alors, est-ce que je peux l'acheter aujourd'hui ou c'est réservé aux personnes du Kickstarter? Alors, je sens que j'ai lancé un sujet qui me frustre. Au vu de la tête de ça, je vais te répondre. C'est tombé en rupture de stock au bout de quelques jours. Si ce n'est pas dit, non, je pense que même à la fin de la journée, il n'y en avait plus du tout. Je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu en termes de quantité, mais le Kickstarter a tellement bien marché que tout le monde s'est rué dessus. Presque tout le monde. Tu l'as, toi? Non, voilà. Non. Mais moi, je vous avoue que, me concernant, je l'ai eu, l'ami avec qui j'y joue, se l'est procuré sur Board Game Geek, qui est donc une plateforme anglophone sur lesquelles échange. C'est une sorte de forum, d'échange pour les joueurs de jeux de plateau, qui est super connu. Et sur lesquels Isaac Childress, l'auteur, a justement publié les règles dès qu'il avait la confirmation du Kickstarter. Enfin, il a fait énormément de choses. C'est quelqu'un qui participe corps et âme à ses projets. Et pour le coup, il était intervenu sur le Board Game Geek pour expliquer les règles, pour offrir pas mal de choses aux joueurs. Alors du coup, si on le veut maintenant, comment on fait? On doit attendre? Il y a ce Gamescom par rapport aux sorties? Alors, il me semble... Calme-toi, Zéphiriel. Non, mais c'est... Il me semble qu'il y a un réassort qui est prévu d'ici fin de l'année, début de l'an prochain. Ouais, c'est même pas sûr. En fait, mais c'est même pas sûr. Et pour le coup, si vous voulez vous le procurer, vraiment essayez de zioter sur Board Game Geek, sur toutes les plateformes où les joueurs de plateau se réunissent, parce que c'est vraiment là où vous aurez le plus de chances de le trouver. Forcément, vous allez payer les frais de port parce que c'est... Alors oui, chose importante, le jeu a marché, mais n'a pas été traduit. C'est-à-dire qu'il est resté entièrement en anglais. Et c'est un groupe de fans francophones qui s'est attelé à le traduire et qui l'a vraiment très, 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 très bien fait. Et vraiment, c'est la première fois où je complimente autant le travail d'un groupe de fans parce que c'est super bien écrit. Je crois que les mecs, quand ils avaient fini de traduire tous les documents, ils avaient, je sais plus combien de centaines de milliers de pages. Enfin, j'exagère, mais les mecs, en fait, c'était une bible en fait qu'ils venaient de traduire, voire 2 ou 3. C'était ouf le nombre de. Clairement, le livret de règles en soi, juste le livret de règles, donc vraiment les règles sommaires, c'est à peu près une 50aine de pages. Ouais, de base. De base. Donc c'est sans compter le livret de scénar derrière avec toutes les notions un peu spécifiques. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Gloomhaven, qu'on ne peut pas acheter pour l'instant, mais qui donne quand même envie. Désolé Zéphiriel. Et puis on va quand même enchaîner sur le prochain sujet avec Ketrus qui nous parle d'un petit jeu un peu connu. Je vais vous faire une confession, j'ai jamais joué au jeu dont Ketrus va nous parler, parce que ça n'a jamais été mon genre, mais ça n'empêche pas de parler de The International 8. Voilà, tout simplement. The International 8. Est-ce que je l'ai bien dit? Est-ce que tu nous en parles? Tu l'as très bien dit. Exactement, je vais vous parler de The International 8, qui est... mais on va y revenir après. Juste, je vous mets un petit extrait sonore de la fin de The International 8 pour un peu goûter l'ambiance.
champions of TIA. It's OG. Voilà, donc c'est un peu la folie. Alors pourquoi les gens sont aussi excités? Pourquoi? Eh bien parce que The International 8, c'est un peu les championnats du monde de Dota 2, le MOBA de Valve, qui est, j'avoue, un de mes jeux fétiches, un de mes jeux favoris. Et pourtant, c'est un jeu qui nous fait souffrir. Alors, d'où vient Dota 2? Alors à la base, c'est donc Defense of the Ancient. T'as vu cet accent? Waouh. Qui était en fait un mode de jeu de Warcraft 3. Qui avait été développé par IceFrog, qui a été embauché après par le Valve pour continuer à le développer pour eux. Donc après Valve a racheté les droits à Blizzard, parce que donc c'était un jeu Blizzard, et a sorti Dota 2 qui est leur version, donc avec une sortie bêta en 2011 et une définitive en 2013, donc c'est quand même un jeu qui commence à bien dater. Alors qu'est-ce qu'un MOBA? Je sais pas. C'est un multiplayer online battle arena. C'est un gros mot quoi un peu. C'est comme LOL, donc League of Legends, ou Heroes of the Storm pour les aficionados Blizzard. C'est Il y a encore sur Blizzard? Non, je crois pas. Non. Hein? Je pense Il y a encore qui joue à ce jeu, Heroes Il paraît que ça marche. Non, c'est vrai, il y a encore du monde dessus. Un petit peu, ouais. Donc en fait, j'explique rapidement le principe du MOBA. En fait, on est sur une carte qui est toujours la même, avec deux camps, souvent séparés par la moitié de map en diagonale. Et on va avoir donc chacun de son côté donc un ancien, une base, ça s'appelle autrement dans les autres jeux. Et on va avoir trois passages, trois routes principales, une qui part par le nord, enfin par la gauche, donc qu'on appelle le top, une qui passe par la droite d'un carré, et qu'on appelle le bot, et la mid lane, donc la zone, la ligne du milieu, qui va nous permettre d'arriver à la base ennemie, avec bien sûr des tours qui vont protéger cette base, et ce qu'on appelle des creeps ou des minions dans League of Legends, qui vont être là pour se friter avec les autres minions, les autres creeps, et essayer de casser la base ennemie. Donc on a 5 héros un peu tous différents. Par exemple, dans Dota 2, il y a 116 héros, bientôt 117. Chaque héros est classé selon une caractéristique, donc soit la force, des personnages qui vont un peu tanker, soit l'agilité, c'est souvent les personnages qui vont faire beaucoup de dégâts, soit l'intelligence, qui vont être des lanceurs de sorts ou des rôles de support, donc qui vont aider. Oui. Mais c'est énorme comme nombre de personnages. Enfin, comment tu gères l'équilibrage? Ça prend du temps à se régler après derrière ou Alors c'est un sujet qui est constamment abordé en fait. Il y a des patchs en fait toutes les je sais pas, là sur Dota, il y a des patchs toutes les 2 semaines peut-être, un truc comme ça. Facilement. On a la version 7.19 et oui, donc c'est un problème. Alors, l'équilibrage des personnages, ça a plusieurs conséquences. Des fois, ça va déséquilibrer le jeu, mais c'est ce qui va aussi permettre de modifier ce qu'on appelle la méta. Donc le metagame, en fait, c'est tout cet écosystème qui va faire qu'on va jouer des héros plus que d'autres, que ce soit en partie casual, entre potes, ou en partie compétitive. Donc, juste pour revenir sur le MOBA, donc en fait, on a chacun un personnage parmi 5 personnages, donc on est 5 joueurs contre 5 joueurs, et ce personnage-là va augmenter en expérience en tuant des creeps, en réalisant des objectifs qui vont être de casser les tours, de casser les baraques qui permettent de générer les creeps ennemis, etc. Et on va gagner de l'or, du gold, en tuant les creeps ou en réalisant les objectifs, comme je l'ai dit, et à partir de ça, on va pouvoir apprendre des capacités et on va pouvoir acheter des objets. Alors pareil, dans Dota, par exemple, c'est 177 objets à peu près. Enfin, j'ai compté, c'est dans les 177 objets. On a 6 slots d'items actifs plus 3 cachés. Et on a 4 capacités minimum chacun par personnage. Je vous laisse regarder la complexité du jeu. Du coup, si on fait la multiplication, est-ce que ça donne le montant que tu as dépensé dans ce jeu ou c'est encore une autre question? Eh ben, c'est un jeu gratuit, monsieur. Oui, à la base. Et pas comme League of Legends. Alors, je vais beaucoup le comparer avec League of Legends parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. Sans le critiquer, attention, même si je suis plus Dota que League of Legends. Dota 2, c'est un jeu gratuit. Donc en fait, quand tu y arrives, tu as accès à tous les personnages. Et voilà, c'est tout. Alors, dans League of Legends, tu as un pool de base et après, tu dois payer pour pouvoir acquérir des nouveaux personnages. Rapidement, juste encore pour comparer avec League of Legends, c'est aussi peut-être pour ça que Dota 2 marche un peu moins bien, en tout cas en France. Peut-être dans le monde, j'ai pas les chiffres que League of Legends, parce que Dota 2, t'arrives. Alors maintenant, il y a des tutoriels et tout ça, c'est un peu plus facile, mais quand t'arrives au début, c'était un peu la douche d'eau froide. T'arrivais, tu prends une grosse claque dans la gueule et t'arrivais sur un jeu, tu comprenais rien, t'avais 12 000 héros, tu te faisais tuer tout de suite et
ravale ta ou je sais pas ou comment on dit, Ravale ta fierté. ravale ta Ouais, fierté et ronge Après, ton frein, quoi. LoL reste quand même le gros morceau du MOBA. Hein. Genre, c'est le jeu le plus joué au monde en termes de. C'est ça. C'est le jeu qui a le plus de joueurs, enfin sans comparer à Candy Crush, ce genre de choses, mais genre voilà, c'est le jeu vidéo qui a le plus de fans, entre guillemets. Alors, Donc, clairement. Dota 2, ça a été un des jeux les plus joués sur Steam, jusqu'à 900 000 joueurs simultanés et des pics à 13 millions de joueurs mensuels. Donc c'était quand même un gros jeu. Il marche moyennement en France et j'y reviendrai après en parlant d'I International. Voilà, mais oui, donc Dota, c'est un jeu qui est un peu plus dur, parce que beaucoup plus complexe que League of Legends, et donc c'est un jeu qui peut rebuter, et pourtant c'est un super jeu, d'où par sa complexité et par la profondeur qu'il peut y avoir, que ce soit dans le choix des personnages, la façon dont on va builder son personnage, c'est-à-dire les caractéristiques qu'on va prendre au début, les objets qu'on va acheter et qui va influer en fait sur la façon de le jouer, et les différents types de héros. Il y a des héros qui sont que là pour taper avec son épée, alors qu'il y a des héros qui sont là qui vont mettre des bombes pour pouvoir protéger. Il y en a un qui l'invoqueur, c'est considéré comme le personnage le plus complexe de tous les MOBA, qui est un personnage qui a 14 capacités, qui peut générer comme ça, et voilà. Donc c'est un jeu, moi, que j'aime beaucoup, parce que c'est justement parce que c'est très dur et que ça te laisse énormément de liberté, et du coup tu peux t'exprimer différemment et avec plein de persos différents, mais c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles il ne marche pas. Il ne marche pas en France, pardon. Enfin, pas autant qu'on l'aimerait. Et donc, The International, donc le numéro 8, enfin la 8e édition a eu lieu cette année. Alors qu'est-ce que c'est du coup? C'est un Alors, festival, un rassemblement, un festoche peut-être? C'est en fait, c'est le tournoi, c'est le championnat du monde, en gros, si tu veux, de Dota 2, et c'est aussi le tournoi qui est le plus doté de l'histoire de l'e-sport. Du genre 25 millions de dollars? 25 532 177 dollars cette année, ça veut dire 11 millions pour l'équipe vainqueur. C'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Valve a mis en place ce qu'on appelle le compendium pour chaque compétition internationale. Je crois que Valve met environ 1 300 000 1 500 000 de cash price. Et en fait, après, chaque joueur qui achète le compendium, 25% de la somme qu'il a mise est reversée et mis dans le cash price. Et en fait, le compendium, c'est quoi ? Ça te donne énormément de choses. Ça te donne des cadeaux, ça te donne des nouveaux skins, ça te donne des nouvelles musiques, des nouveaux annonceurs. Alors, les annonceurs, c'est ceux qui te disent qu'il y a un méga kill, qu'une tour a été détruite. C'est des voix, en fait. Ça te donne des nouveaux modes de jeu, ça te donne aussi la possibilité de faire des paris sur The International, de suivre la compétition en direct, de collectionner les cartes des joueurs, etc. Enfin, c'est... À l'heure actuelle, de ce que je connais, en fait, c'est un des enrobages d'une compétition e-sport la plus fournie et la mieux faite à l'heure actuelle. C'est un truc de fan, quoi. C'est un truc de fan, ouais. C'est un truc de fan du jeu vidéo, enfin du jeu en lui-même où t'as envie. En fait, t'as l'impression d'ouvrir un bouquin sur ton écran et tu tournes les pages en disant ah tiens, j'ai pas cette image de ça a ce changé. joueur-là. Ça a changé. C'est plus. Ah oui, c'est comme comme ça. c'est vrai qu'à l'époque c'était un bouquin qu'on Ah tournait. putain. Ouais. Ouais, Et là, il y a tellement de contenu maintenant que c'est. Il y a des nouveaux modes de jeu, il y a des choses. C'est trop cool. C'est Je me incroyable. souviens, t'avais un peu cet effet Panini, album Panini, ça, c'est où resté, tu devais collecter les cartes des teams, des persos. Enfin, c'était assez sympa. Ils mettent vraiment en avant l'e-sport et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Et je pense que on s'en rend peut-être pas compte, mais en fait tout ce qui a été fait par Valve autour de Dota 2, que ce soit sur regarder les parties en direct dans le client, avec choisir ses commentateurs, parce qu'en fait tu peux regarder les compétitions en direct. Alors souvent tu payes un ticket, etc. Mais sur le TI8 t'es pas obligé parce que t'as acheté le compendium souvent. Et tu peux choisir ton commentateur, tu peux cliquer sur les joueurs que t'as envie, voir les items qu'ils ont, les voir cliquer. Enfin t'es vraiment dans l'immersion du jeu, voilà. C'est quand même assez poussé au final. C'est hyper poussé et c'est pour ça que même si on n'a pas envie d'y jouer, en faisant un petit effort, on peut avoir envie de regarder en tout cas ces compétitions. Je prends le message pour moi du coup. Mais c'est combien de personnes qui assistent à ce rassemblement, que ce soit sur place ou, Alors j'ai pas trouvé les chiffres, mais c'est quand même c'est assez impressionnant. Faut que je regarde. Là, c'était au Canada cette année. Et les images, on pourra les mettre en lien peut-être dans la description du podcast. C'est un énorme amphithéâtre rempli bondé en tout cas de fans complètement surexcités. C'est impressionnant à voir, quoi. Bah même en Russie en fait t'as les mecs qui louent des stades. T'as des stades entiers de foot ou trucs comme ça qui sont loués pour les spectateurs juste, et t'as les écrans géants qui balancent le jeu en fait. Mais ça c'était fait pour LoL aussi notamment, ils remplissent des stades. Je sais Ouais que ça se aussi, fait en France. mais Oui, pour oui. Dota 2 c'est le cas aussi en fait. C'est pour dire à quel point ça
ça motive les gens et ça ramasse du fric en fait pour tout le monde. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a genre peut-être 4-5 ans, enfin je pense à LoL parce que j'en ai entendu parler, mais on remplissait une petite salle, de je sais pas, de spectacle à la con. Et là aujourd'hui c'est des stades, mais c'est blindé et c'est dur d'avoir une place. Enfin je trouve ça impressionnant l'ampleur que ça a pris. Ouais, alors peut-être que je le vois plus en France en tant que Français, mais c'est pas nouveau dans certains pays. En français, ça a du mal un peu à percer ce genre de choses, mais on commence beaucoup à le voir. Ce serait ne serait-ce que pour Hearthstone ou ce genre de choses. Mais en Corée, en Chine, aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu, en Russie aussi. Surtout en Russie pour Dota 2, c'est un des pays qui le joue le plus. Et donc, pourquoi cet international-là est un peu particulier ? Parce qu'en fait, il est un peu cocorico. Parce que l'équipe qui a gagné, c'est Red Bull OG qui a gagné. Et dedans, il y a un Français. Et c'est la première fois qu'un Français gagne The International. Pourquoi c'est important ? Parce que justement, ce jeu, en France, ne perce pas. On a très très peu de joueurs professionnels. Ça doit se compter sur les doigts de la main. Et donc c'est Seb, aka Fucking Mad, aka Chonchon, qui... Il s'arrête tout le pseudo. Il a beaucoup de pseudos. Qui donc remporte avec sa team The International. Alors en plus, derrière, il y a toute une histoire derrière cette équipe. C'est une équipe qui a été fondée en 2015 en fait. Avant, ça s'appelait Monkey Business. Et c'est une équipe qui a tout de suite eu beaucoup de succès, qui a réussi à remporter 4 majors sur 7 pendant une année, des gros tournois, ce qui n'a encore jamais été égalé, mais qui n'a jamais gagné The International. Et en début d'année, cette équipe a vu des membres importants, alors je vais pas vous dire les noms parce que ça sert à rien, mais des membres importants du roster qui se sont en allés. Du coup, ça leur a pas permis de se qualifier automatiquement à The International. Seb, donc Fucking Mad, lui était coach au début. Et il est devenu joueur, ce qui se fait quasiment jamais en e-sport. En tout cas, c'est souvent le contraire. T'es joueur et puis après tu deviens coach. Ils ont fait venir un mec qui s'appelle Topson. Le gars, en fait, c'était un mec qui ravageait les pub games sur Dota, qui était premier du classement et qui faisait peur aux petits noobs. Et ils l'ont embauché. Le mec, ça faisait 1 an qu'il était joueur pro du coup. Tout ça, plus encore un autre mec qui est revenu dans la team. Donc en fait, ils sont arrivés comme underdog en anglais, donc comment on dit, sous le chien. Ouais, sous le chien. Ils étaient sous le chien en arrivant. Sous-côté. Et personne les attendait. Et en plus, c'est une équipe qui a une particularité, c'est que déjà elle est européenne, elle a un Français dedans, et en plus c'est une équipe hyper cool avec un état d'esprit vraiment très bon. D'ailleurs, quand ils ont gagné, ils ont dit le capitaine de l'équipe disait Power of Flowers and Friendship, donc le pouvoir des fleurs et de l'amitié. Et je dis, ouais. alors je dis ça peut être particulier, ça peut être un peu bizarre de dire ça, mais en fait souvent dans l'e-sport et en fait dans Dota t'as en face en fait les teams chinoises qui sont en fait des rouleaux compresseurs, des teams qui sont très carrés, qui ont des stratégies vraiment huilées, et quand ils l'appliquent normalement ils te roulent dessus et tu peux rien faire. Et eux sont arrivés en fait avec un état d'esprit complètement différent, en prenant des héros qu'on n'avait pas du tout l'impression de voir, en réfléchissant, en proposant un nouveau jeu, et tout ça dans une ambiance, une décontraction assez hallucinante et un état d'esprit vraiment nouveau. L'équipe chinoise en face, en fait, qu'ils ont dû rencontrer, recocorico entre guillemets, c'est PSG LGD. En fait, c'est l'équipe chinoise que PSG a sponsorisé, et du coup on avait quasiment une finale presque franco-française, enfin en tirant un peu le côté chauvin quoi. Alors du coup c'est marrant parce que tu parles d'une équipe chinoise et en face d'une équipe européenne. Est-ce qu'il y a, du coup c'est-à-dire qu'on mixe quand même pas mal les équipes, c'est plus enfin comment ça se passe? Alors il y a dans les rosters souvent ça bouge un peu, mais c'est vrai que t'as quand même une forte la plupart du temps, c'est quand même une équipe d'une région donnée du monde. Je pense que c'est aussi par facilité pour pouvoir s'entraîner ce genre de choses. Mais après, les joueurs bougent aussi, quoi. Et il n'y aurait pas assez de joueurs français pour faire une équipe française? Il n'y a pas assez de joueurs français. Il y a eu quelques joueurs français. Il y a eu une équipe française à un moment donné, mais elle n'a pas trop marché. Et là, on a un peu en manque dans ce jeu de joueurs professionnels, quoi. Juste pour finir sur ce tournoi, je vous conseille de regarder les phases finales, c'est-à-dire que de la partie la qualification pour la grande finale jusqu'à la grande finale. Il y a du streaming en français qui est fait par la chaîne Frogget TV, qui a donc Frogget comme une grenouille comme des Français. Et petite particularité cette année, c'était quand même annoncé sur la homepage de l'équipe.fr pour l'e-sport, ce qui montre qu'on commence à s'intéresser un peu en tout cas à ces sports-là, quoi. De plus en plus. Et du coup, ce International 8, c'est tous les ans? C'est tous les ans, ouais, exactement. Et ça, c'est pas le 8 du coup, ça sera le 9. Tout à fait.
C'était ok, c'est juste parce que c'est l'édition numéro 8 en fait. Je pensais que c'était Exactement. lié, Ça correspond à 2018, c'est quand même, c'est quand même pratique. Je connais bien. Et si je dois suivre du coup, me mettre au jeu, je suis directement ce stream français là que tu disais. Là. Tu peux regarder les streams français, il y a énormément de contenu quand même pour les débutants. Et maintenant, le jeu est assez bien fait en termes de tutoriel pour que tu puisses l'aborder de façon plus douce qu'à l'époque. Et est-ce que tu sens depuis cette victoire Cocorico qu'il y a un peu plus de joueurs qui reviennent d'un point de vue français ou c'est encore trop tôt pour le mesurer ? Je croise encore énormément de Russes et d'Ukrainiens, mais j'ai croisé quelques Français quand même dernièrement, donc j'ai un peu espoir que ça revienne. En tout cas, je l'espère. Ok, très bien. Zef, t'étais joueur aussi à une époque ? Ouais, effectivement, ouais. J'ai arrêté la drogue depuis. Je me suis inscrit à des alcooliques anonymes. Non, ouais, j'ai alors beaucoup joué, pas autant que Ketrus, j'imagine, là-dessus, parce qu'il y joue encore. Mais c'est un jeu qui demande énormément d'investissement. Mais ça a passé des week-ends dessus vraiment complet, à enchaîner les matchs, et à perdre pour comprendre qu'il fallait cliquer une demi-seconde plus tôt et enchaîner un skill avec. C'est super dur. En fait, comme disait Ketrus, il n'est pas dur, mais il est extrêmement exigeant. Et tu vois, je parlais de Hollow Knight en étant exigeant, mais là, c'est un niveau stratosphérique, quoi. Genre, c'est vraiment de la précision de cliquage sur la map, quoi. T'as des couches de compréhension du jeu qui sont nombreuses et qui sont parfois certaines difficiles à passer. Mais du coup, ta courbe de progression, elle est tellement plate que c'est super dur à anticiper, en fait. Au bout de 20 ou 30 heures de jeu, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir amélioré ton jeu. Alors qu'en fait, c'est vrai, mais tu le vois pas. Tu le vois vraiment pas en fait, c'est assez intimidant si on n'a pas cet esprit de se dire ok, maintenant j'ai compris qu'il fallait que je tue le creep à ce moment-là, qu'il fallait que je le deny, il fallait que je change d'objet, il fallait me acheter cet objet à ce moment-là pour le poser à ce moment-là du jeu, vraiment en termes de timer, hein, c'est vraiment ce genre de truc là. Et en fait, du coup, c'est des petites compréhensions qui viennent vraiment à la dure, parce que la communauté est quand même pas facile à vivre. Et c'est délicat en fait de se rendre compte que oui, au bout de 12 heures de jeu, tu perds toujours, mais tu t'es amélioré. Vraiment, c'est indéniable. Mais tu le vois pas. Clairement, tu le vois pas. Et de ton côté, Anya, t'avais joué aussi un petit peu, il me semble. J'y ai joué un petit peu, pas mal en fait. Je pense que j'ai cumulé 300 heures dessus. Non, c'est pas énorme. Jamais, c'est pas énorme. Mais voilà, ça fait partie. C'est le premier MOBA que j'ai commencé et sincèrement, effectivement, comme disait Zef et Ketrus, pardon, c'est hyper exigeant. C'est beaucoup de macros, c'est beaucoup de alors il y a du bon sens et il y a des choses parfois où tu bloques ton esprit parce que c'est complètement automatique, quoi. Mais je sais qu'il faut dernier point. Mais par contre, c'est ultra kiffant. Et quand t'as un combat qui se passe bien, déjà visuellement c'est magnifique, et t'es hyper content d'avoir réussi à détruire la team et à gagner et tout ça. Donc c'est aussi très, il y a une récompense, quoi. C'est pas juste dur gratuitement. Ok. Eh bien, merci de nous avoir parlé de The International 8, qui était la 8e édition de 2018. Moi, je l'ai bien dit. C'est ça. Non, c'est pas la 8e édition en 2018. Ah non, qu'une en 2018. Oui, vous avez compris en tout cas. Et on va passer au sujet du mois. D'ailleurs, j'aurais peut-être même envie d'amener une transition. Je me demande si, pour être bon à ce genre de jeu, est-ce qu'il faudrait pas être plus jeune ? Est-ce qu'on n'est pas trop vieux pour jouer à ça ? Et en fait, pourquoi je vous dis ça d'un coup ? Parce que j'ai envie d'amener un sujet qu'on avait un peu évoqué lors du pilote de ce podcast qu'on diffusera sans doute plus tard. Parce qu'en fait, pas plus tard qu'aujourd'hui, au boulot, on m'a demandé comment je faisais pour décrocher de ma PS4 quand j'étais en vacances. Et j'ai dit, je décroche pas. Je décroche de la PS4 parce que je joue à la Switch, je joue sur mon téléphone, ma tablette, enfin, clairement, j'ai pas envie d'arrêter. Et en fait, comme je vous disais, on en avait parlé la dernière fois en disant, mais quand on était petit, on nous disait, mais il fait beau, pourquoi tu vas pas jouer dehors ? Parce que j'ai pas envie, en fait. C'est pas parce qu'il fait beau dehors qu'on doit sortir. Enfin, si on veut jouer à la console, tout ça, on a envie de se faire plaisir tout simplement, donc c'est pareil pour différents types de médias, mais les jeux vidéo à l'époque c'était encore moins connu qu'aujourd'hui puisqu'on est quasiment tous trentenaires autour de cette table, voire plus, et bien tapé. Je suis toujours trentenaire. Voilà. Enfin 30, bref. Et est-ce que c'est le genre de vous, quand vous étiez jeune, je te regarde toi, Zéphirel, pour commencer. Ouais, je t'écoute. Qu'est-ce que tu faisais quand t'étais petit, quand on te disait « Mais va jouer dehors, il fait beau !» Je disais que le soleil, ça faisait mal à l'œil. Non, je sais pas. C'est un peu délicat comme question, et c'est vrai que c'est très controversé. Enfin, peut-être moins aujourd'hui, en fait, je m'en rends pas compte, mais non, parce que quand je joue pas aux jeux vidéo, je joue à autre chose.
quand je lâche ma PS4, effectivement, comme je disais, je peux allumer ma Switch, mais je peux sortir aussi un jeu de plateau ou un jeu de cartes ou un jeu de rôle avec des potes. Donc je reste quoi qu'il arrive enfermé à l'intérieur pour jouer à quelque chose. Mais c'est un peu délicat comme sujet en fait. Faut juste comprendre. Enfin moi pour ma part, j'ai juste envie de jouer en fait. J'ai juste envie de passer du temps. Moi je suis le genre de mec qui pose une semaine de vacances parce que y a un jeu qui est sorti et j'ai pas envie de partir. À la plage l'été, non, j'ai envie de jouer à, je sais pas, je prends cet exemple parce que c'est celui que j'ai en tête, mais Batman Arkham Knight ou Arkham Asylum ou comme ça, quand cette série de jeux est sortie, je prenais une semaine de vacances parce que j'ai envie de me défourailler de jeu pendant une semaine et pas lâcher la manette. Et mes collègues à l'époque comprenaient pas ce genre de choses, donc c'était difficile à faire passer. Mais voilà, c'est une passion comme une autre et malheureusement ou heureusement, on la kiffe, quoi. Je me souviens même tu parles de poser des congés pour ça. On a une sorte de soirée qu'on appelle les Trophy Horror Night où on fait un maximum de trophées qui sont pas forcément bien sur des jeux bien. Bref, et on avait même fait des Trophy Horror Week où on posait une semaine pour jouer à la console et on sortait pour aller chez un copain avec son écran, sa console et typiquement je me souviens que tu avais joué à Dead Space et que tu avais même publié une photo sur Facebook genre je m'appelle bien en vacances. Ouais, c'est un peu ça. Donc c'est totalement l'image de ce que mais tu c'est marrant parce que du coup à mes collègues, j'en parlais, c'était il y a 10 ans de ça peut-être, j'ai envoyé des tu sais, tout le monde envoyait des cartes postales. Là j'atteins un niveau quand même je pense, mais tout le monde envoyait des cartes postales d'eux en vacances, tu sais, il y en a qui font ça à leur boulot en disant je pense à vous machin et tout, alors en fait c'est faux, mais bref. Et moi j'envoyais je prenais des screenshots des jeux, je les imprimais pas en carte postale mais en photo du coup, et je les envoyais à mes collègues en disant moi aussi je passe des bonnes vacances, allez bim, et je mettais mon Chevalier du Chaos sur Warhammer ou un truc comme ça, ou Batman sur... Tu poses des congés pour faire une activité quelle qu'elle soit, tu penses aux autres en leur envoyant un petit moment, c'est mignon, ouais. Tu veux intervenir, Ketrus? Oui, je veux intervenir. Non, mais c'est la question. Tu vas quand même pas rester enfermé parce qu'il fait beau, tu vois. Ouais. Et ça, on l'a tous entendu. Et moi, je l'entends encore. Fois. Je l'entends encore. Alors, parce que j'ai des enfants et qui aiment beaucoup jouer aussi. Donc, je me rends bien compte que eux aussi, quand en vacances, en fait, ils ont envie juste, tu vois, de rester enfermé et jouer. Mais ma femme, moi, elle est pas du tout joueuse, quoi. Donc elle comprend pas ça. Et en fait, je l'entends aussi dire vous allez quand même prendre l'air et tout ça, il fait beau, etc. Et bon, moi évidemment, je leur dis oui, bon, faut sortir un peu, quoi. Hypocritement, tout en sachant que moi, j'ai passé des fois des week-ends entiers, voire des semaines à jouer à un jeu, souvent Dota d'ailleurs, ou Diablo, et à faire que ça, et à trouver mon plaisir, et à même être content qu'il fasse beau dehors. C'est-à-dire que tu vois, il fait beau dehors, et tu vois, c'est cool, il fait beau. Bon, alors j'en suis où de mon niveau, tu vois. C'est vraiment, j'étais jamais content qu'il fasse beau, ça reflète l'écran. Fermer les volets, en fait. Exactement. Mais je pense qu'en fait c'est lié à une incompréhension que je pensais générationnelle parce que c'était à l'époque, c'était nos parents, tout ça, mais en fait c'est plus une incompréhension de qu'est-ce qu'est le jeu et quel plaisir tu peux trouver dans le jeu en fait. Et il y en a beaucoup de différents, quoi. Mais moi des fois on me dit mais pourquoi t'es pas sorti, t'es resté jouer? Bah ouais, mais j'ai joué avec mes potes et j'ai joué 4 heures et c'est comme si j'étais allé au ciné et j'aurais perdu mon temps, enfin pas perdu mon temps pardon, mais rester 2 heures dans une salle de jeu ou aller faire un foot autre part, tout ça. Donc c'est un peu c'est pas le fait qu'il fasse beau, je pense, c'est plus le fait que les gens comprennent pas qu'on puisse passer autant de temps à jouer. Typiquement, quand vous partez en vacances, vous vous équipez comment en termes enfin, je parlais de la Switch tout à l'heure, est-ce que vous prenez exprès des choses pour jouer, parce que vous êtes loin de votre grand écran, vous n'allez pas prendre la télé dans la valise? Anya? Alors moi je fais pas partie de ces gens-là, alors déjà parce que je pense que je n'ai jamais eu de mémoire une Switch, une PSP ou autre console portable pour pouvoir voyager et jouer. Tu vas acheter une Switch pour jouer à Hollow Knight juste après l'enregistrement? Oui, forcément, oui, maintenant. Non, c'est vrai que alors moi ça a jamais été un vrai souci parce que voilà, une fois que j'avais quitté mon PC, parce que étant joueuse PC, j'avais un PC et je l'ai toujours, c'est sur quoi je joue. Mais j'avais jamais eu ce souci de voilà, une fois que j'étais dehors, pardon, je quittais ce monde de jeux vidéo, mais ça ne m'empêchait pas voilà, de décliner certaines invitations de façon honteuse en disant bon bah voilà, j'ai autre chose à faire et en fait j'ai un super jeu, vous allez voir, ça s'appelle Counter-Strike. Et je passe énormément de temps devant le PC. Mais voilà, une fois que je suis dehors, je fais partie de ces gens qui arrivent à faire la coupure, mais n'empêche que quand je suis rentrée de week-end, je suis vraiment très contente de retrouver mon poste et de me remettre à jouer. Et du coup, je sais que Zef, toi tu assumes totalement le fait de dire ouais, moi je pose pour jouer, mais est-ce que vous arriveriez, si vous l'avez pas déjà fait, à faire ce genre de choses?
Faire une coupure Ah de- ouais, de c'est pas un Poser problème. des congés juste Ouais. pour un jeu, enfin une Ah oui, distraction, bien sûr, bien sûr. pour rester chez soi à jouer quoi. Moi, je me pose la question pour Red Dead Redemption 2 là. Qui Ah bah bien sûr, hein, t'es obligé sort en de octobre. poser une semaine. Forcément. casque, Ce qui est bim. sûr, c'est qu'on se fait une soirée chez des potes et on amène tous nos PS4. On sait que le multijoueur, on sera pas là, mais on jouera quand même en mode solo, Ouais. tous ensemble dans une cave. Et alors du coup, elle est où cette soirée? Parce que ça m'intéresse aussi. Ça a l'air bien. Elle est du côté de Bourse. Ok, on aura Trop pas long, le trop reste. long. Rendez-vous à Bourse. Mais ouais, mais toi, pour répondre à la question sur le comment je pars en voyage, l'année dernière ou l'année avant, l'année dernière, je suis parti au Puy du Fou avec mon frère et sa belle famille et j'ai amené ma PS4. Carrément. Ouais, carrément. Avec un écran portable? J'avais pris un écran. En fait, j'étais pas sûr parce que j'avais demandé à ma belle-sœur de demander au mec qui nous louait la baraque savoir s'il y avait un écran avec un HDMI et le gars avait pas répondu. Donc du coup, je me dis ok, au cas où je vais prendre un écran, donc j'ai pris mon écran. Donc du coup, j'avais son écran avait HDMI, donc c'était bien. Donc j'ai profité du sien qui était plus gros. Mais du coup, ouais, j'ai amené ma PS4. Mais c'est marrant parce que la réaction de ma belle-sœur et de mon frère et de sa belle famille était cohérente avec le personnage que je suis. Dans le sens où ils ont accepté maintenant que je suis un gros joueur de jeux vidéo et un gros gamer dans tous les sens du terme parce que j'ai amené aussi, je sais plus, 6 jeux de plateau là-bas et on a passé les soirées à faire que ça. Et de fait, quand on rentrait d'une activité, parce qu'on n'a pas passé toute la semaine au Puy du Fou, on a fait d'autres choses, mais à chaque fois qu'on rentrait, en fait, je leur disais, moi, je passais dans ma chambre et je jouais à ma PS4 en fait. Et ça gênait personne, c'était logique en fait, tu vois, c'était vraiment comme on sait que c'est comme ça et puis c'est pas grave, comme eux pouvaient faire autre chose, se poser pour lire un bouquin ou parler ou discuter en prenant l'apéro. Voilà, moi je faisais partie de cette truc là et donc quand on faisait ça, on mangeait, on jouait aux jeux de plateau. Quand tout le monde allait se coucher, je remettais ma PS4 jusqu'à 3-4 heures du mat et je me levais avec tout le monde à 8h ou 9h derrière, donc c'était pas gênant en soi quoi. Mais c'est parce que en fait, le jeu vidéo est pas encore considéré comme une activité culturelle au même titre qu'un bouquin, la télé avec des gros guillemets, un film et ce genre de choses en fait. C'est vrai que c'est encore un peu honteux, mais peut-être de moins en moins, je pense. Ouais, mais, clairement moins. Enfin, je pense on sent l'évolution, c'est pas encore ça. Enfin, dire je joue à un jeu, c'est encore un peu mal perçu. Typiquement, on m'a demandé en vacances comment j'ai fait sans console, alors que c'est pas possible. Et mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était honteux. Tu joues au jeu. Clairement, Ouais. bien Mais sûr. c'est nul. Parce que l'immersion est plus flagrante aussi peut-être. Alors que tu peux très bien être immergé dans un bouquin, mais je sais pas, c'est plus petit. Alors que là, t'as besoin d'un écran, un truc, t'es vraiment dedans. Je pense que ça fait un peu peur aux gens qui comprennent pas. Le fait que jouer, c'est autre chose que juste jouer et s'énerver. En fait, je pense qu'il y a aussi un côté très interaction sociale en fait. Oui. C'est-à-dire que si, là, moi, je prends mon exemple pour le Puy du Fou. Vraiment, si j'avais passé mes soirées, mes journées à jouer, puis en plus à me lever en décalé, pas profiter de l'activité avec eux et tout. Enfin, l'intérêt de partir avec les gens, en fait, il y en a zéro. Donc de fait, je fais les activités qui me plaisent, mais je sais aussi profiter des personnes qui sont là. Donc j'adapte mon temps finalement en perso avec les gens que j'aime et avec qui j'ai envie de faire d'autres activités. Tu vois, l'idée, je pense qu'il faut aussi savoir gérer cette relation sociale que tu as avec les gens et pas perdre ça de vue non plus, en fait. Mais au contraire, les amener à apprécier ce que tu fais avec eux, en fait. Ouais, parce que c'est vrai. Est-ce que je suis Ouais, pas je t'en très prie, coupé, vas-y. je suis désolé. Parce qu'en plus, c'est pas forcément une activité fermée le jeu vidéo. C'est-à-dire que tu peux très bien regarder une personne jouer, Oui, bien sûr. jouer avec lui même sans avoir la manette ou la souris dans la main et ce genre de truc. Pour moi, en fait, vraiment mon initiation aux jeux vidéo, ça s'est toujours fait, ça a toujours démarré par le fait de regarder mon frangin en train de jouer, soit sur la télé, soit devant son PC. Et effectivement, c'est quelque part, j'en ai des souvenirs, mais comme si j'avais finalement regardé un film avec lui. Et pour le coup, c'est comme ça que je me suis mise à CS, c'est comme ça que je me suis mise à engloutir la série des Metal Gear Solid. Moi j'en ai vraiment des bons souvenirs et ça a toujours été une sorte de clivage avec la plupart de mon groupe d'amis qui vraiment me rebalance sans cesse des anecdotes sur mon adolescence où effectivement j'ai passé énormément de temps sur ce que je vous disais sur CS. Où ça a été l'un des jeux qui a vraiment enclenché quelque chose de furieux chez moi, qui m'a poussé à bouger avec mon PC en LAN à l'époque dans les Pixel LAN à Angers. Il y a eu énormément d'expériences. Ce qu'on raconte peu finalement, c'est derrière l'expérience sociale
qui se fait pas IRL, donc pas en vrai physique, mais l'expérience sociale en ligne. Donc voilà, les gens que tu rencontres, les gens avec qui tu interagis au quotidien, puisque voilà, quand tu passes du temps sur les jeux vidéo, ça n'empêche que tu échanges avec des gens. Enfin voilà, pour la plupart des jeux. Hein, Noob, désinstalle. Alors voilà, Il y a des vraies discussions, quand même. outre les insultes habituelles, t'as quand même t'as quand même des échanges qui se font. Et moi j'ai énormément de souvenirs liés à Mélan à l'époque où voilà, j'ai rencontré la plupart de mes amis et voilà, qui m'ont construit en tant que personne aussi. C'est ça, en fait on n'est pas enfermé à la maison quand il fait beau, on ouvre une fenêtre sur le monde. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. C'est tellement bien dit. Non mais je partage totalement cet avis parce qu'en face de moi j'ai une personne que j'ai rencontrée grâce aux jeux vidéo. C'est vrai. Qui est devenue un ami depuis, donc c'est quand même assez fou. Enfin, c'était une LAN de DS, mais ça reste une LAN quand même. Ça reste une LAN, donc on a joué à la DS avant tout, donc comme quoi ça sert un minimum. Le fameux DS in Paris. Ouais, DS Exactement. Paris, effectivement. Mais en fait, c'est marrant parce que tu dis effectivement, il y a toute l'interaction sociale qu'il y a au travers le jeu vidéo, mais même quand tu t'intéresses aux jeux vidéo, même sans le média jeu vidéo lui-même, enfin, t'as quand même aujourd'hui combien de milliers ou de milliards de forums qui sont là pour pouvoir t'aider dans un jeu, pouvoir discuter d'un jeu, pouvoir Un partage sans limite. Voilà, genre les YouTube, les streamers, les trucs, enfin tout ça en fait que voilà, une communauté existe et il y a une vraie communauté qui existe, qui ne sont pas forcément joueurs de jeux vidéo ou d'un jeu en particulier ou d'un type de jeu, mais qui vont regarder ce type de jeu parce qu'ils adorent ça en fait. Ouais. Donc ça va venir. Ouais, ça me fait penser, tu vois, un extrait d'une émission avec Antoine Decaune là où justement où effectivement, tu parlais du streamer, mais c'est vieux maintenant. Il parlait du streamer et tu voyais Decaune qui disait quoi, il y a des gens qui regardent jouer quelqu'un d'autre jouer mais n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais alors que quelqu'un qui regarde un match de foot, tu vas pas lui dire qu'est-ce que tu fais. Ouais, il s'était fait clasher et derrière il s'était fait pardonner entre guillemets en faisant le désert Bus. C'était pas Ardisson aussi qui avait fait ça avec Squeezie ou je sais plus. Je pense qu'il y a plusieurs cas comme ça. Avec Squeezie, je crois que de mémoire, Decaune avait fait ça avec PewDiePie. Ouais, mais c'est sur Twitch, quand il parlait de Twitch, on lui présentait Twitch, en fait, il comprenait pas l'intérêt de Twitch et on lui expliquait que c'était des gens qui regardaient des gens jouer aux vidéos. Mais tu vois, encore une fois, on parle, c'est clivant là parce qu'on parle de l'ancienne génération. C'est faux parce que Bertrand Hamar, plein de trucs comme ça qui font partie de cette génération, mais il y a plein de gens finalement qui jouent pas en fait. Il faut aussi accepter les gens qui jouent pas et qui comprennent pas ça. Genre moi je comprends pas les footeux, bah voilà, j'y peux rien et pourtant je les accepte. Les mecs ils ont tous le même perso. Il y a qu'un objet de jeu, une ligne, tu vois, c'est quoi ça? Ouais, ils sont pas très évolutifs les personnages, donc c'est un peu dommage. Et c'était une discussion intéressante, j'ai trouvé, sur pourquoi rester à la maison, parce que c'est bien, parce qu'on a envie, tout simplement, on n'a même pas à justifier, c'est un plaisir comme un autre. Oui, l'important c'est faire ce qu'on aime en fait, et jamais en abuser. Oh, cœur avec les doigts, merci beaucoup Zéphiriel, et merci à tous et toutes. Passé ce petit débat, on va vous parler de nos coups de cœur du moment. Alors vous savez quoi? Je vais commencer. Ah merde. Et j'ai décidé de parler d'un coup de cœur que j'ai eu récemment pour un jeu de société. Je vais l'appeler société plus que plateau. Est-ce qu'il y a une différence? Je sais pas, revenez en arrière. Ça s'appelle le Docteur Pilule. Qui a déjà joué à ce jeu? C'est pas le Docteur Maboule plutôt? Non, rien à voir. Tout le monde l'avait en tête, personne n'a osé le dire. Ah, vous connaissez pas? Trop bien, je vous apprends un truc, c'est cool. Alors disons que c'est un jeu de Time's Up. Pour commencer. D'accord, déjà ça commence mal, mais ok. Avec une petite particularité, c'est qu'en fait, on incarne des patients dans un hôpital qui doivent en sortir. Et pour en sortir, il faut prendre des pilules. Ces pilules donnent un effet à notre façon de jouer qu'on va garder jusqu'au prochain tour. Et en fait, on va jouer par équipe de 2, 3, 4, je sais plus exactement. Et le but va être de faire deviner des mots, des actions, des choses assez simples, mais avec 2 gages simultanés. Typiquement, se mettre les index dans la bouche et avec ses bras faire comme si on était sur une piste d'atterrissage et commander des avions. Donc pour faire deviner des mots, je peux essayer de faire une démo. Vas-y. Alors c'est ça, comme ça. Donc j'ai de la basse dans les doigts, c'est magnifique. Mais et c'est que des gages comme ça à la con, ou alors se toucher les coudes, se gratter avec les coudes pendant attention. Les coudes avec un D à la fin. Et oui, c'est plein de choses comme ça cumulées qui font que ça. Je trouve que c'est assez drôle assez vite. C'est joué au Time's Up sous acide un peu quoi. Voilà. Ouais, c'est un bon jeu d'apéro quoi. C'est un bon jeu d'apéro, mais ça se fait bien. Ça dure une demi-heure la partie. Et j'ai fait 2-3 parties dessus et je me suis bien marré. Donc voilà, je tenais à vous partager ça. Ça s'appelle le Docteur Pilule. Ketrus, est-ce que tu peux nous parler de ton petit coup de cœur du moment? Ouais, alors deux news réjouissantes. Je suis malade, c'est pour ça que je bute tout le temps sur mes mots. C'est la news. Oui, la c'est deuxième, ça.
Donc il y a 2 jeux de plateau, un qui est déjà sorti et un autre qui va sortir sur Steam en fait en version jeu vidéo. Donc le premier c'est Sight, qui est un des gros jeux de plateau stars des 2 dernières années. Enfin, il est sorti l'année dernière. Asdor 2017. Asdor 2017. En plus, il est pas cher, il sort à 20€ sur Steam, alors que dans la vraie vie, le jeu vaut 80€ à cause de toutes les figurines, le plateau, etc. Donc c'est cool. Et un autre gros jeu, une autre bombe ludique de cette année, c'est Terraforming Mars, auquel il faut absolument jouer, et qui sort aussi sur Steam et d'autres plateformes sûrement. Pour l'instant, il est en bêta fermée, mais je sais qu'en cherchant un peu sur Facebook, sur Twitter, en levant les mains, en agitant les bras, je pense qu'il y a moyen d'avoir une clé bêta. Et voilà, c'est 2 bonnes nouvelles, 2 très bons jeux de plateau qui sortent en version numérique. Et d'ailleurs, je crois que sur Terraforming, il y a la 3e extension qui sort là, sur le plateau. Ah, c'est possible. Je sais plus, c'est pas le prélude, c'est justement après Terraforming, je crois, un truc comme ça. Je suis trop excité parce que ça a l'air trop cool. Ce jeu est génial. Peut-être que l'un de vous deux aura l'occasion d'en parler dans un prochain numéro. Pourquoi pas ? Ouais, clairement. Plaisir. On va passer maintenant à toi, Anya. Est-ce que tu as un petit coup de cœur en ce moment, un truc qui t'a fait kiffer ? Alors moi, c'est un coup de cœur d'un autre genre pour le coup. Et ça date de cet été. J'ai découvert une nouvelle forme d'escape game. Et alors quand je vous dis nouvelle forme, c'est... alors pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de murder un peu plus accessible grand public. Donc, alors ça va être dur de vous en parler sans vous spoiler l'histoire, mais grosso modo, vous allez mener l'enquête aux côtés d'un flic qui va enquêter sur un serial killer qui sévit à Paris et dans ses environs. Donc, on retrouve pas mal de scènes de crime et voilà, c'est quelque chose qui traîne dans le temps. On n'a pas encore retrouvé le meurtrier en question et vous et votre groupe va devoir faire des mains et des coudes pour pouvoir retrouver des indices et retrouver l'assassin. Et tout ça, pourquoi je vous ai dit que ça se présentait sous forme d'escape game, c'est parce que grosso modo, vous allez être la première fois que vous recevez un mail suite à votre réservation et vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie du staff, mais qui va donc rentrer dans un rôle et vous allez être emmené dans tout ça. C'est vraiment très dur de vous en parler sans vous spoiler, mais ça vaut le coup. Ça s'appelle Life Thriller. C'est tout nouveau et voilà, et c'est génial. Allez sur le site pour vous renseigner. C'est des scènes de crime sur Paris. C'est le premier volet est dans le 18e arrondissement, pardon. Donc voilà, allez-y, foncez pour les plus curieux et lisez et regardez. Ça a l'air assez ouf en fait. Ça m'a bien donné envie en tout cas. Zef, c'est ton tour de nous parler de ton écoute, truc. je vais rebondir sur l'escape game parce que moi j'en ai fait quelques-unes cet été encore. J'en ai fait 2 que je vais mettre un peu sur le devant de la scène. J'ai fait une escape game avec quelqu'un qui se joue à 2, enfin une escape game qui se fait à 2, qui est enterré vivant. Donc en fait, on est amené dans l'escape avec un bandeau sur la tête, les mains liées devant, et puis on nous met dans un cercueil, c'est une grosse boîte, on ferme le tout et tu te retrouves dedans et tu dois sortir en moins d'1 heure. Donc c'est assez Faut cool. être claustro, quoi. Ouais, pas être claustro. Et surtout qu'il ferme vraiment à clé le truc. Genre, t'as vraiment un cadenas qui se ferme sur ta gueule. Donc vraiment, c'est un moment, tu dis ok, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai fait ça cet été et c'était vraiment cool. Je sais pas quoi dire d'autre à part faut tenter l'expérience parce que t'as quand même un petit moment de doute au moment où tu es vraiment enfermé dans le truc. Tu fais ok, là je suis peut-être vraiment en train de faire une connerie. Et ils te préviennent quand même avant ? Oui, bien sûr. Bah, tu signes pour, encore une fois, c'est un escape. Et enfin, escape room d'ailleurs, pas game. Pour le coup, là, t'as une heure pour sortir. L'escape est vraiment cool. Bon, on dirait pas sur le fond, je vais pas trop en dire non plus pour pas spoiler, mais voilà, il y a une forme de communication qui est vraiment cool, une forme, enfin la façon de résoudre les énigmes, on s'y attend pas par moment, donc c'est vraiment sympa. Donc je suis sorti parce que je trouve ça cool et je crois qu'elle est à 2 ou 3% de réussite. Donc, ah ouais. Wow. Les mecs en fait, j'ai pas le nom en tête et je suis un peu dégoûté. On pourra indiquer dans le je mettrai dans un bed. C'est les mecs qui disent en fait ils font des escapes pour le challenge.
pas pour le fait de dire on veut amuser les gens. Non, et en fait, quand on est sorti, la nana était contente. Elle dit putain, ça fait 1 an et demi que les personnes qui est sorties ont été assez contents pour le coup. Et on a enchaîné 2 jours ou 3 jours, une semaine après, peut-être avec une autre escape qui est pas typique non plus, puisqu'elle se passe complètement dans le noir complet. C'est en fait, tu rentres dans l'escape, pareil, t'as les yeux bandés, tu enlèves le truc, ça sert à rien parce que t'es encore dans le noir quoi qu'il arrive. Et en fait, tu restes 1 heure à l'intérieur. Le but étant, non pas de sortir, mais de résoudre le plus grand nombre d'énigmes possible. En fait, t'as un pourcentage à résoudre, enfin, t'as 100% à faire d'énigmes dans l'escape, dans la pièce. Et dès que tu en résous un peu, bah voilà, t'augmentes 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30% et ainsi de suite dans le noir complet. C'est-à-dire que tu es obligé d'utiliser les 4 autres sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût pour pouvoir sortir. Et franchement, c'est vraiment troublant. Parce que tu te rends compte que sans la vue, bah, tu galères de ouf dans ta vie de merde pour résoudre le moindre petit truc qui est vraiment simple, genre 2 plus 2, bah, c'est super dur en fait à résoudre dans le noir. Parce que déjà, il faut comprendre que tu as des chiffres devant toi, il faut comprendre que c'est une addition, il faut comprendre dans quel sens c'est, il faut comprendre où tu dois résoudre le truc. Il y a plein de trucs comme ça. Et donc voilà, c'était vraiment cool. Là, on a fait que 26%, je crois, de l'escape. Et pour le coup, ce qui est cool, c'est quand tu l'as fini, tu peux la refaire. Parce que il te donne le choix à la fin. Voilà, soit il allume vraiment la lumière et il te montre tout le truc. Soit tu dis bah non en fait je reviendrai et tu peux revenir c'est pas mal, pour continuer et essayer de battre un peu ton record. Elle se fait de 2 à 3 joueurs uniquement. À 3 je pense que tu marches dessus, à 2 c'est un bon chiffre, mais voilà, ça demande en fait d'une très bonne communication, très bonne coordination et pour toi et pour ton coéquipier et dans l'espace, et c'est vraiment vraiment super intéressant. Voilà. Très bien, et ben merci à tous pour vos recommandations. Eh bien, merci à vous pour ces chroniques fort intéressantes. Je fais un récap très rapide. Donc, Zef, tu nous avais parlé de Hollow Knight. Anya, tu nous avais parlé de Gloomhaven. Et Ketrus de The International 8 pour Dota 2. Les coups de cœur, je vous laisserai les réécouter qui étaient juste avant. Et en tout cas, je voulais passer un petit message pour remercier Anya qui s'est occupée de la partie graphique avec le logo que vous pouvez voir quand vous écoutez ce podcast. Merci à Ketrus pour la réalisation du podcast. Et merci à Zef de nous accueillir pour le matos, le montage, tout ça, même si c'est un peu vous deux au final. Ouais, c'est lui qui fait le plus gros boulot, hein, c'est moi. Et ben alors, on va laisser le merci à Ketrus dans ce cas-là. Et puis de manière générale, je voulais aussi vous remercier d'avoir répondu présent à l'appel de ce projet. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve le mois prochain. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en faire la pub demain à la machine à café au boulot, en parler à votre cousin, à votre cousine, ou pourquoi pas, et surtout, vous abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode. En plus, c'est gratuit, et en plus, vous aurez adoré, donc vous allez sûrement mettre 5 étoiles sur iTunes. D'ici là, D'ici là, profitez bien, et on se retrouve le mois prochain. Salut, merci beaucoup. Ciao. Ciao.